Bonjour à tous, bienvenue à vous. C'est Ensemble, c'est mieux sur France 3 Bretagne. On vous accueille en cette matinée. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au burn-out parental. De plus en plus de parents y sont confrontés. Comment ne pas tomber dans la spirale infernale? Comment s'en sortir? Nous écouterons le témoignage de l'auteur et coach Sabine Reynard qui a réussi à surmonter cette épreuve. Nous accueillerons aussi une autre battante. Elle s'appelle Mélissa Plaza. Alors qu'on lui avait dit que le foot, c'était pas pour elle, eh bien, elle est devenue footballeuse professionnelle. Aujourd'hui, elle sensibilise le monde de l'entreprise aux stéréotypes de genre et elle vient de publier aux éditions Robert Laffont un formidable récit d'émancipation. Comme chaque mardi, nous donnerons également un coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Cette semaine, Mélande Boulic nous présentera stal.bzh, un site internet et une application qui référenceront les professionnels qui soutiennent ou utilisent la langue bretonne. Nous évoquerons aussi la 7e édition du Festival de la gastronomie de Quintin, une recette qui marche et dont son président Olivier Chastel nous donnera tous les ingrédients. Enfin, nous vous présenterons un nouveau festival littéraire axé sur les littératures populaires et de l'imaginaire. Les Mystériales tiendra sa première édition le dimanche 2 juin à Redon et son initiateur Jérôme Nédélec sera des nôtres dans quelques instants. Voilà, bienvenue à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Il y a un petit soleil d'un côté, jaune et fleurs, tout ça, plein de petits soleils partout. Bonjour à tous. Mélande, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Mélissa. Bonjour. Mais écoutez, avant de parler des différents sujets qui vous concernent chacun, on va évoquer le burn-out parental. C'est un sujet délicat, on en parle beaucoup actuellement. On va tout de suite faire un petit zoom en images et on en parle juste après avec Sabine. Récupérer Sam chez la nounou et Lily à la danse, payer la cantine, faire les machines, le dîner, les courses. Vous n'en pouvez plus et ne rêvez que d'une chose, partir en vacances sans enfants. Eh bien, dites-vous qu'on ne vous juge pas et que vous n'êtes pas seul du tout. Car le burn-out parental touche plus de 5% des parents en France, aussi bien les mères que les pères. Apparue dans les années 80, cette expression veut littéralement dire « brûler à l'extérieur », ce qui signifie un état de saturation ou d'épuisement. En d'autres termes, vous êtes au bout du rouleau. Dès qu'il est question de vos petits, vous ressentez un épuisement physique et psychique, un détachement affectif ou encore une perte totale d'épanouissement dans votre rôle de parent, et patati et patata, ne vous jetez pas la pierre, cela ne fait pas de vous un mauvais parent. Le sentiment de burn-out vient du désir de perfection. Vous voulez que votre enfant nage comme Laure Manodou, qu'il soit aussi talentueux que Mozart et que vous deveniez aussi pédagogue que Françoise Dolto. Forcément, en mettant la barre si haute, vous avez de quoi être déçu. Et face à cela, tout le monde réagit différemment. Problème de sommeil, saute d'humeur, baisse de la libido, prise ou perte de poids, négligence face aux enfants. Dans les cas les plus extrêmes, on parle même d'idées suicidaires. Pour ne pas en arriver là, il n'y a aucun remède miracle. Parlez-en. À vos proches, votre médecin de famille, un spécialiste, déléguez si vous le pouvez et acceptez que ni vous, ni vos enfants ne seront jamais parfaits. Car la perfection, ça n'existe pas. Ah bah ça rassure quand même. Bon alors c'est assez imagé, Sabine Reynard, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes auteur et coach. Alors, on le disait, c'est assez imagé, ça vous a fait rigoler et en même temps, ça rappelle des choses vécues, n'est-ce pas? Oui, imagé oui et non. Finalement, oui, c'est assez parlant par rapport à toutes ces situations du quotidien, infimes soient-elles, qui portent les marques de la fatigue, de l'usure, de l'agacement, de la nervosité. Voilà, votre métier originel, c'est le marketing communication. Oui. Et puis il y a eu un moment, voilà, vous avez eu des enfants et ça a tout changé, mais pas forcément dans le bon sens du terme, on va dire. Ça a remis en cause plein de choses chez vous. Ça a, on va dire, mis en exergue et totalement surdimensionné le perfectionnisme qui faisait déjà partie de ma vie avant d'être maman. Et ça a pris des proportions assez intenses pendant pas mal de temps. Ouais, alors ça vous a amené à écrire, parce qu'il fallait que ça sorte. Oui, j'ai écrit finalement longtemps après. Et j'avais envisagé que c'était totalement un sujet réglé et finalement pas tant que ça. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de l'écrire une dizaine d'années après ce moment. Alors, c'est pas parce que c'était il y a 10 ans qu'on oublie. Non. Vous racontez les choses bien dans le détail, à travers carrément une saga. C'est une saga, il y aura 5 livres, c'est bien ça. Oui. Le premier que vous avez écrit, c'était Femme.com. Il est sorti en janvier de cette année, en janvier 2019, aux éditions Marie-Claire.
Qu'est-ce que vous cherchiez à dire dans ce premier opus? Alors déjà, la saga comporte 5 livres et c'est une collection que j'ai appelée « Je suis tout et bien plus encore ». C'est-à-dire qu'après être passée par des excès de personnalité, on va dire, dans lesquels je me suis cherchée, donc autant la femme que la maman que la femme d'affaires, je me suis rendu compte que j'étais pas épanouie si j'étais pas toutes ces femmes en même temps, ou d'une manière, alors soit en simultané, soit en décalé, mais en tout cas j'avais besoin d'exprimer toutes ces facettes, d'où les 5 approches et les 5 facettes. Donc le premier livre effectivement parle de la femme, dans ce qu'elle a de féminin, de sexué, d'amoureuse, de magnétique. Le second volet parle de la maman, dans ce qu'elle est, et en même temps elle a été enfant elle-même avant d'être adulte et maman. Donc comment l'héritage, les transmissions transgénérationnelles nous ont façonnés en tant que futurs parents. Donc ça, c'est maman en garde alternée. Tout à fait. Et c'est là que vous abordez quand même cette phase de burn-out qui a été compliquée à gérer. Qu'est-ce que vous l'avez vu venir, ce burn-out? Non, je ne l'ai pas du tout vu venir. C'est quelque chose qui m'est totalement tombé dessus et sur lequel je n'ai pas mis de mots. Et je peux juste décrire un état. D'ailleurs, dans mes livres, je parle de ressenti, beaucoup de ressenti et d'état d'être. Donc là, en l'occurrence, c'était plutôt du mal-être, mais il n'y avait pas de mots sur cet état. Il n'y avait pas de mots et il y avait bien des faits, vous n'arriviez plus à gérer, on va dire. Et c'est le cas de pas mal de parents. Alors, on va d'abord écouter la question d'un téléspectateur, puis on vous laissera y répondre, voir si vous avez des astuces pour ne pas tomber dans le burn-out, justement. On écoute cette question de téléspectateur. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'habite à Irviac. J'ai une question autour du burn-out parental. Voilà, ma belle-sœur est débordée avec ses 3 enfants et son travail. Donc je m'inquiète beaucoup pour elle. Je pense qu'elle est autour du burn-out parental et je voudrais savoir comment l'aider. Merci beaucoup. Alors, c'est pas simple. Comment l'aider? Alors, j'ai envie de dire que... Vous avez des astuces quand on arrive au burn-out, il y a une pression, c'est la cocotte minute qui est prête à exploser à tout moment et ça peut vraiment faire de gros dégâts. Donc, l'idée, si on arrive à la mettre en place, et là c'est formidable qu'il y ait quelqu'un de l'environnement, de l'entourage qui tire la sonnette d'alarme et qui se rende compte qu'il y a des limites qui ont été dépassées, c'est vraiment de se faire aider justement par son entourage, parce que quand on est dans ces envies de perfection, on est obnubilé par le perfectionnisme et on n'arrive pas à s'en sortir soi-même. Donc, prendre du temps pour soi, je crois que c'est le premier conseil que je pourrais donner, c'est prendre du recul et s'échapper de son environnement, de ses contraintes familiales, du quotidien qui se répètent, pour se recentrer sur soi et écouter ce qui se trame à l'intérieur de soi. Donc, se faire aider, ne pas hésiter à dire là, j'en peux plus, là, j'atteins mes limites. En fait, c'est ça le problème, c'est que dans cette quête de perfectionnisme... Et ça, accueillir le fait d'atteindre ses limites, c'est délicat pour les personnes qui sont très perfectionnistes. En même temps, peut-être le faire d'une manière plus déguisée, c'est-à-dire offrir un massage, offrir un temps de pause, quel qu'il soit, même si c'est une demi-heure ou 1 heure dans un premier temps, mais juste pouvoir s'extraire d'une situation qui devient très très lourde et dense et montrer à cette personne qui est proche du burn-out que la Terre peut continuer de tourner sans elle, que ses enfants peuvent quand même faire des choses, goûter, s'amuser, partir avec un cartable plein à l'école si elle n'est pas là, et qu'elle peut prendre un tout petit peu de temps pour elle, pour se régénérer, se ressourcer et se reposer. Vous pensez que la vogue actuelle, on va dire, de la parenté positive et tout ce qui s'y rattache, fait un peu de dégâts quand même? Est-ce que du coup, ça change un peu la donne? On n'est plus dans la même... Dans la même énergie. La même énergie. Je ne suis pas partisane de tous ces mouvements avec des modes d'emploi et des checklists. J'ai envie de dire que chaque être, qu'il soit parent ou non, est unique, et puis chaque enfant aussi. Donc tout ça, c'est du sur-mesure. On est dans la personnalisation et c'est à chacun de trouver ses marques et de s'écouter, de s'entendre et d'apprendre dans le partage, parce qu'on n'a jamais été parent. Je n'ai pas l'impression que ça s'apprend dans des livres d'école. Et on tâtonne. Donc parfois, on va un peu trop loin, on réajuste, on retrouve un équilibre, on essaie d'harmoniser. Et je n'ai pas le sentiment que ça s'apprend d'une manière globale et commune. Par contre, ça se partage. Ça, c'est important. Ça se partage. Vous disiez ça. Oui, ça se partage. C'est pour ça que vous avez ouvert un blog, carrément,
pour partager vos expériences, partager ce que vous avez vécu en fait. Ouais, j'ai eu envie d'écrire. En fait, ça arrivait sous la forme de poèmes que j'ai partagés toutes les semaines. J'écrivais un poème sur un sujet qui me tenait à cœur, que je traversais. Qu'on retrouve dans Oui, vos qu'on livres. C'est retrouve. très joli d'ailleurs, c'est très poétique, c'est très bien écrit. Merci. C'est vraiment des moments de vie, c'est des instants. Alors, c'est de la poésie contemporaine, hein, pour n'effrayer personne. C'est des moments de vie que j'ai traduits en poésie. Par exemple, voilà, un conflit avec un ex-mari, des enfants qui tout d'un coup demandent des choses qui semblent étranges. Enfin voilà, c'est vraiment des choses du quotidien que j'ai traduites de cette manière-là. Et finalement, il y a eu des résonances chez mes lecteurs qui ont trouvé chaque semaine des choses à glaner. Alors, lecteur, c'est intéressant que vous disiez ça, Oui. parce que justement, ça vous a surprise. Il y a beaucoup d'hommes qui vous ont contacté Exactement. parce qu'ils s'interrogeaient justement sur la façon d'éduquer les enfants, sur tout un tas de choses, leur place dans la famille. Ça vous a surprise, ça? J'ai été très surprise parce que j'ai écrit pour moi, je ne savais pas que j'allais être éditée, donc c'était vraiment au départ presque du journal intime. J'ai été publiée et je pensais toucher des femmes. Et étonnamment, j'ai touché beaucoup d'hommes qui sont arrivés avec énormément de tranches de vie très intimes, très personnelles, qui se sont confiés à moi en toute bienveillance et qui m'ont partagé leurs interrogations, leurs doutes. Et j'ai été surprise de découvrir qu'il y avait des papas, des parents, des hommes qui trouvent pas leur place non plus dans ces nouveaux modes, dans notre société, dans ces nouvelles familles, qui soient recomposées ou non, dans cette recherche de l'amour. Et c'est hyper touchant. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de sensibilité et envie d'authenticité autour de nous, et que parfois on est un peu sur des statu quo de combat entre hommes et femmes, que ce soit à la maison ou au travail ou ailleurs. Et ça crée des quiproquos, en tout cas ça crée des dissonances qui sont peut-être pas nécessaires. Bon, écoutez, en tout cas, vous continuez à paraître tout un tas à faire paraître tout un tas de livres. Spirituel à ma façon va sortir Alors oui, de manière le 12 imminente. juin. Voilà. Oui. Et puis ça continuera avec Je réalise mes rêves et puis Éveil et guérison, le 5e livre que vous sortirez sans doute d'ici la fin de l'année, peut-être. Ça devrait être ça. Merci beaucoup pour votre témoignage, Sabine. J'imagine que tout ce que vient de dire Sabine, ça fait écho chez vous, Mélissa. Vous êtes une ancienne footballeuse professionnelle. Et aujourd'hui, vous vous battez contre les stéréotypes sexués dans le milieu professionnel et dans le sport en particulier. On va, peut-être avant de discuter avec vous, on va découvrir le portrait qu'avait fait de vous l'un de nos collègues, Gilles Le Morvan, si vous voulez bien. On fait comme ça? Allons-y. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Moi, j'ai compris pourquoi j'étais née lorsque, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un ballon dans les pieds. Je me suis découvert une passion folle, une passion dévorante. Il n'y avait pas de raison sociale particulière, pas de papa à la maison à l'époque, pas de grand frère, puisque c'est moi l'aîné. Mais cette passion, j'ai très vite compris qu'elle serait aussi fondatrice que salvatrice. J'ai très vite compris que le football serait une chance. C'était en mars, dans le cadre de la journée du droit des femmes, à Rennes, la ville où elle a posé ses valises après sa carrière. Avec pour commencer, quelques mots sur son enfance, dans un milieu toxique, dit-elle. À la maison, c'était pas simple, et à l'école, pas tous les jours non plus. Bien sûr, il m'a fallu jouer des coudes à la récré pour être intégrée dans une équipe, prouver sans cesse qu'on a sa place sur le terrain pour ne plus être laissé sur la touche, dans le petit périmètre de 2 mètres carrés, généreusement octroyé aux filles pour jouer à la marelle et à la corde à sauter. On y arrive au fond du propos. Mélissa Plaza est là pour évoquer les inégalités, les stéréotypes de genre dans le monde du sport. C'est là-dessus qu'elle a fait sa thèse, des clichés qui dessinent à notre insu nos choix de vie privée, professionnelle, qui nous enferment en somme. Lorsqu'on nous répète au quotidien que ce sport n'est pas fait pour nous ou que ce métier n'est pas fait pour nous, on finit par perdre notre motivation et ne plus s'impliquer du tout. Et on risque du coup d'abdiquer soit le métier, soit le sport. Mélissa Plaza, on l'a compris, n'a jamais abdiqué. Elle est devenue footballeuse, son rêve d'enfant. Alors pas beaucoup d'images à se mettre sous la dent, les filles passent moins à la télé que les garçons. Début de carrière à La Roche-sur-Yon avant de grimper les paliers. Montpellier d'abord, l'Olympique lyonnais, le gros calibre du foot français ensuite. Plus tard ce sera Guingamp et Saint-Malo. Plus beau souvenir évidemment, l'équipe de France, première sélection avec les moins de 20 ans pour la Coupe du Monde au Chili en 2008. C'est une fierté d'avoir le coq sur le cœur, c'est une fierté d'être aligné dans le 11 qui chante la Marseillaise au départ. Ouais. Celui-là, il est collector, c'est la première sélection d'équipe de France.
C'était la première fois qu'on avait les noms dans le dos, donc c'était un privilège. Les garçons y avaient le droit depuis 92 et nous on était en 2008 et on avait enfin le droit d'avoir nos noms sur les maillots. Et quand ils tirent le numéro 8, qui est mon numéro fétiche, voilà, c'est moi qui ai pioché. Et surtout, je me rends compte que je pars au Chili, mais que je vais jouer titulaire, quoi. Mais la vie de footballeuse n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Des blessures qui abrègent la carrière, la précarité aussi, la face cachée du foot féminin, parce que tous les clubs n'ont pas les mêmes moyens que l'Olympique Lyonnais. Alors elle raconte le premier contrat pro à 400 €, les petits boulots, la difficulté de mener de front des études, bref, un itinéraire compliqué, pas étranger au choix de son sujet de thèse. J'étais l'écorchée vive, moi, dans le foot. J'étais la féministe, la râleuse, qu'on comprenait pas bien. On comprenait pas bien pourquoi j'étais en colère. Et moi, à contrario, je comprenais pas bien pourquoi j'étais la seule à trouver ça complètement aberrant, ces inégalités qu'il y avait entre les joueurs et les joueuses. Et on avait beau me présenter des arguments, des pseudo-arguments biologiques, financiers, etc. Moi, j'y voyais juste des prétextes pour maintenir ce système inégalitaire. Le quotidien de ces footballeuses actuellement, c'est le quotidien d'héroïnes qu'on ne souligne pas assez, mais elles ont une pratique, elles ont toutes les exigences de professionnels sans avoir ni la reconnaissance, ni les moyens financiers, structurels, etc. Et à côté, il faut qu'elles aient un boulot d'appoint, comme ce qu'avaient les femmes dans les années 50. Donc c'est héroïque et on le met pas assez en avant, je crois. Et dans vos interventions avec les collectivités, les écoles, dans les entreprises, le but du jeu c'est quoi? C'est créer un déclic, c'est quoi? Oui, c'est essentiellement bouger les consciences. Moi, j'en vois plein des gens qui passent à côté de leur vie, qui marchent à côté de leur basket toute leur vie parce que ils font pas ce qu'ils auraient aimé faire, parce que oui, ils aiment bien leur métier, mais ils auraient préféré faire ça ou ils auraient préféré devenir ça, mais leurs parents n'ont pas voulu, la société pensait que c'était mal vu, etc. Et je trouve ça tellement dommage et ça génère tellement de frustration d'avoir des gens qui marchent à côté de leur pompe comme ça toute leur vie. Donc vraiment, le message, et c'est pour ça que ce n'est pas qu'une question qui s'adresse aux femmes, c'est une question qui s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. C'est soyez vous-même, parce que vous n'êtes jamais aussi motivé, impliqué, compétent, etc. que quand vous faites quelque chose qui vous plaît. Alors pour faire bouger les lignes, Mélissa Plaza enquille donc les conférences, les prises de parole. Ce jour-là, c'était avec des adolescents encadrés par la protection judiciaire de la jeunesse. Elle aussi a transité par des familles d'accueil. Quand elle leur touche deux mots, elle sait de quoi elle parle. Alors je vous le dis, les dés jetés à la naissance ne sont pas une fatalité. La réussite ouvre ses bras à toutes celles et ceux qui s'en donnent les moyens. Autre salle, autre ambiance. Ici, avec des étudiants de Centrale Nantes, futurs ingénieurs, ils savent déjà beaucoup de choses, mais le petit quiz ludique sur le fossé des inégalités permet d'enrichir la culture générale. La question, c'est en quelle année est-ce qu'on atteindra l'égalité professionnelle réelle, tout critère de discrimination confondu, si on continue à ce rythme-là. Donc c'est une étude qui a été menée par le Forum économique mondial. Voilà, est-ce que c'est en 2057, en 2102 ou en 2186 ? D'après vous ? Effectivement, c'est très juste, puisque si on continue à ce rythme-là, on atteindra l'égalité réelle, professionnelle, en 2186. Bon, c'est pas gagné, mais en attendant l'égalité réelle, Mélissa essaie toujours de terminer ses interventions par un petit foot avec ceux ou celles, surtout qui l'ont écouté. Il n'y a pas non plus que des choses graves dans la vie, et le ballon, lui au moins, a tendance à tourner rond. Sacrée histoire. Bienvenue Mélissa. Vous êtes une héroïne à votre façon. Faire bouger les mentalités, c'était ça l'objectif quand vous écrivez ce livre, Pas pour les filles, qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Oui, c'était transmettre des messages de liberté avant tout, et puis surtout l'idée de construire une société plus juste et plus harmonieuse. Je suis persuadée que c'est des témoignages, des rencontres qui changent parfois des vies. Et en tout cas, c'était la vocation première de ce livre, même si l'objectif était aussi thérapeutique, puisque moi aussi, j'avais besoin de coucher les mots sur le papier pour soigner des mots MAUX qui ont été miens pendant si longtemps. Donc, c'était une belle étape et c'était une façon aussi pour moi de jeter un regard derrière moi et de voir tout le chemin parcouru et d'en tirer un petit peu de fierté.
C'est un récit sur l'émancipation qui emmène des confidences quand vous faites des dédicaces? Oui, alors c'est une vraie mise à nu, c'est-à-dire que même mes amis proches ne savaient pas tout ça. Donc c'était quelque chose que j'avais gardé en moi, sur lequel je revenais très rarement et de façon très pudique. Quand je le fais en conférence, je le fais de façon très pudique. Donc là, je reviens sur mon enfance qui a été particulièrement difficile et j'y dis tout. Donc c'était effectivement une double émancipation, c'est-à-dire une émancipation sociale. Dans ce livre, je parle de classisme, je parle aussi de sexisme, puisque c'est aussi une émancipation en tant que jeune fille, puis jeune femme et puis femme. Donc c'était effectivement une émancipation à double titre. Et je m'aperçois que ce livre libère la parole aussi chez mes lecteurs et mes lectrices. Pareil, les hommes aussi. J'ai des hommes qui se mettent à pleurer à la fin de mes séances dédicaces. C'est extrêmement touchant parce qu'ils sont, je pense aussi, en attente de ces messages-là, qu'on leur dise qu'ils ont le droit d'être qui ils ont envie d'être, bien au-delà de cette masculinité toxique qu'on peut leur demander depuis le plus jeune âge. Et puis, toutes ces femmes aussi qui se reconnaissent dans tellement de passages de mon livre. Je reçois des messages tous les jours. D'une part, c'est extrêmement émouvant et d'autre part, c'était précisément l'objectif de ce livre-là, c'était de toucher le maximum de gens possible. Il y avait plus de sexisme dans le football ou dans le monde professionnel encore aujourd'hui? Est-ce que c'est plus développé dans le milieu sportif ou c'est vrai finalement partout? Malheureusement, c'est vrai partout. Néanmoins, dans le football, je crois que ça reste quand même un des derniers bastions du sexisme. C'est un des seuls endroits encore où c'est presque légitimé, c'est jamais remis en question. Donc c'est assez triste, mais finalement, le football n'est que le miroir grossissant de notre société, que ce soit en termes de discrimination liée au sexe ou à toute autre forme de discrimination. Toutes les violences, elles sont exacerbées dans le contexte footballistique. Donc il faut se poser les vraies questions, en fait. C'est qu'est-ce qu'on doit changer dans notre société pour que tout ça évolue. Vous avez des idées, des pistes? Parce que, on sent que vous avez quand même de l'espoir, bien que vous évoquiez les inégalités salariales, et là, avec une date qui laisse quand même un peu pantois, on va dire. Parce qu'on sera tous morts à cette date-là. C'est ça, a priori. Mais est-ce que vous avez quand même de l'espoir? Est-ce que vous voyez des choses qui bougent? Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous? Si j'avais pas d'espoir, je ne ferais pas tout ça. Donc moi, je suis convaincue que c'est en étant au quotidien des personnes agissantes qu'on peut changer les choses. Alors moi, au travers de mes conférences, au travers de ce livre, d'autres projets encore à venir, je sème des petites graines. C'est des graines qui fleurissent tout de suite ou pas, peut-être jamais. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de passer des messages. Et la première des choses pour faire avancer et faire bouger les lignes, c'est de sensibiliser et d'éduquer à ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants et toutes les personnes de cette société française n'ont pas les clés, ne sont pas outillés pour décrypter tout ce qu'ils ont autour d'eux. Donc savoir que cette pub est sexiste, que ce film favorise la culture du viol, que tout ça, en fait, ça s'apprend, ça se décrypte. Et quand on n'a pas les outils, on n'est pas en mesure d'être critique. Et on n'est pas en mesure de pouvoir faire bouger les choses. Et de se faire un vrai avis aussi sur la question. Oui. Alors la Coupe du Monde de football féminine approche, elle se tiendra bientôt entre juin et juillet. Est-ce que là, vous allez vraiment mettre les bouchées doubles, encore une fois, pour sensibiliser encore plus dans ce monde du football? Oui, c'est l'objectif. En fait, j'ai beaucoup de conférences. J'interviens quasiment tous les jours en entreprise, donc sur ces sujets-là. Beaucoup d'entreprises et de structures qui se sont saisies de l'occasion pour pouvoir organiser un événement lié à cette thématique. Donc voilà, c'est super. Et puis, à l'issue des conférences, il y a des séances dédicaces et ça permet de venir après la conférence conforter encore un peu plus le message. Parce qu'une fois qu'ils ont lu ça, je pense que personne ne peut rester insensible à ce témoignage. Enfin, je l'espère en tout cas. Ça, c'est certain, en tout cas. Merci beaucoup, Mélissa. Olivier, j'ai envie de vous faire réagir. Vous êtes le seul homme présent pour l'instant sur le plateau. Oui. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce que vient de dire Mélissa ou de ce que vient de dire Sabine? J'ai hâte de lire l'ensemble de ces livres. C'est vrai que moi, je viens parler de gastronomie. Il y a effectivement... dans le milieu culinaire, le milieu des chefs, c'est... Il y a peu de femmes également. Quand il y en a une ou deux, on en parle peut-être à excès, puisque c'est peut-être pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Je sais pas. On pense à Madame Pic, par exemple. C'est étrange en cuisine, et c'est exactement pareil. En tous les cas, j'ai hâte de lire ce livre. Je vais l'acheter directement en sortant d'ici. Écoutez, on ne peut que vous le conseiller. C'est aux éditions Robert Laffont et ça s'appelle Pas pour les filles, point d'interrogation. Oui. Très important, point d'interrogation. Oui, et puis le cerveau ne ressent pas la négation, donc vous retiendrez que pour les filles.
Bah voilà, ouais, ça c'est parfait, un super teaser ça. Allez, je vous propose maintenant de partir à la découverte d'une curiosité nichée au cœur de la Bretagne. Ça s'appelle la Vallée des Saints. Je vous laisse découvrir tout de suite. Au cœur de la Bretagne, la colline de Carnouette. 113 géants de pierre posés sur un ancien lieu de culte des druides. Aujourd'hui, une sorte de cathédrale à ciel ouvert en mémoire des saints bretons. Ils s'appellent Thélo, Clervy, Cornélie, les premiers bretons. Il y a 10 ans, Philippe Abjean a fait un rêve, créer un parc de statues géantes pour redonner un visage aux contes et légendes de Bretagne. C'est pas une exposition puisque c'est destiné à être pérenne, c'est pas un musée puisque ce sont des créations contemporaines, et puis on peut toucher les œuvres, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Chaque statue a son histoire, celle d'un miracle ou d'une légende, comme Sainte Gwen. Mère de 3 enfants, on raconte que Dieu lui aurait donné un 3e sein. Elle a été ensuite vénérée comme la patronne des nourrices. Le promeneur traverse plus de 1000 ans de croyances populaires bretonnes. 400 000 visiteurs viennent déambuler ici chaque année. C'est magnifique avec le paysage, un 360 autour de nous, de belles statues, c'est bien travaillé et on sent que le site a une belle énergie, quoi. C'est impressionnant, le premier mot qui sort, c'est souvent ah waouh, c'est ça quoi, c'est un peu ça. Les statues sont réalisées sur place. 4 nouvelles œuvres sortent de l'atelier chaque année. Une dizaine de sculpteurs se relaient et chacun se trouve face à un défi. Un bloc de granit de 23 tonnes, 4,50 m de haut et seulement 30 jours pour faire naître du granit rose, une œuvre d'art. Le granit rose, c'est vraiment cool à travailler parce qu'on peut jouer vraiment sur les textures. Là, ici, on a flammé par exemple, donc le rendu n'est pas le même. Ici, c'est scié, donc c'est blanc. Il y a du poli un peu, enfin, il y a vraiment toute une palette de finition qu'on peut faire sur ce granit-là. Donc c'était vraiment intéressant de le faire. L'accès à la vallée des Saints est gratuit, mais chaque statue coûte 15 000 €. Elles sont financées intégralement par des dons. Les commandes et le public affluent, alors les créateurs du site espèrent un jour faire de ce lieu l'endroit le plus visité de Bretagne. Le château des Ducs de Bretagne à Nantes, personne n'y pense. Le Mont-Saint-Michel, manque de chance, il n'est pas en Bretagne. Et donc l'objectif, l'ambition, c'est que dans quelques années, eh bien, on se dise, quand on pensera à la Bretagne, dans le monde entier, on pensera à la vallée des Saints. À la nuit tombée, les lieux prennent des couleurs presque magiques. La vallée des Saints devrait accueillir à terme 1 millier de statues dans les 100 prochaines années. Magnifique lieu que vous connaissez, Mélande Boulic. Bonjour. Bonjour. Vous y êtes déjà allée? Oui, plusieurs fois, oui. Ouais. Et on ressent cette émotion quand on est sur place, parce que déjà, hein, en voyant le reportage, c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et je sais que la dernière fois que j'y suis allée, du coup, c'était brumeux, c'était pas le matin. En semaine, il y avait quasiment personne. Et c'est magique, quoi, l'ambiance qu'on peut ressentir. Et c'est vrai que je conseille à tout le monde d'y aller. Et voilà, encore plus à un moment où il n'y aurait pas beaucoup de monde, pour vraiment ressentir l'énergie du lieu et puis aller voir les statues une à une. Encore un des lieux magiques de notre belle Bretagne. Alors vous êtes membre, vous, de l'association Vantes Mignonnet Art Brésonnais, je ne sais pas si je prononce bien, je pense que... Mignonnet Brésonnais. Voilà, les Amis du Breton, en traduction, qui s'apprête à lancer le site internet stal.bzh. Alors qu'est-ce qu'on y trouvera sur ce site ? Alors du coup, donc stal.bzh ou en breton, donc stal.bzh, qu'on entend plus souvent. Donc c'est un site internet et une application qui va permettre en fait à différentes structures qui valorisent le breton du coup d'être représentées, de pouvoir apparaître sur le site et l'application. Et donc voilà, en fait, c'est de pouvoir quelque part proposer aux bretonnants et aux personnes qui sont sensibles aussi à la langue, parce que il y a des non-bretonnants qui cherchent aussi ce rapport avec la langue bretonne. Donc il y a eu une étude, par exemple, qui a été menée par la région en 2018, l'année dernière, et qui montrait que 65% des Bretons et Bretonnes, du coup, étaient proches de leur langue et voulaient l'avoir valorisée. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment de proposer à toutes ces personnes une plateforme numérique donc qui leur permettra de rechercher des services en langue bretonne. Voilà. C'est une belle idée. Comment elle est née, cette idée ? Qu'est-ce qui vous a donné
Le petit déclic? Alors, je pense que cette idée, elle était dans la tête de beaucoup d'entre nous depuis des années et des années. On en parlait, sans même forcément que ce soit dans l'association Millénaire Brézonec. C'était une évidence pour tout le monde, en fait, du coup, pour comment on peut deviner que le boulanger à tel endroit, il parle breton, comment on peut deviner que dans tel bar, le serveur, il parle breton, si on ne l'a pas entendu parler breton. Parce que bon, il faut bien se voir à l'évidence. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Bretagne, le nombre de bretonnants n'est pas tel que, si on parle breton à quelqu'un, il n'y a pas non plus une probabilité très très forte que cette personne parle breton. Et donc c'était vraiment donc cette idée, elle était dans la tête de tout le monde. Et évidemment, il y avait des problèmes de financement, parce que le but, c'était aussi de proposer une plateforme, une belle plateforme, du coup, qui était développée par des professionnels. Et voilà, pour vraiment avoir une plateforme qui tienne la route, qui donne envie de s'inscrire et de consulter, qui soit efficace aussi. Elle tient tellement la route que vous avez même référencé les commerces en fonction de leur niveau d'utilisation du breton. C'est vraiment, ça va assez loin quand même, c'est assez poussé. Il y a 4 niveaux différents, il faut le faire quand même. Oui, et c'est ça. Donc du coup, avec Millénaire Brézonec, on a enfin trouvé les moyens de faire cette plateforme qu'on voulait tous finalement. Grâce notamment à une partie des financements qui vient d'un fonds européen qui s'appelle le FEDER, et donc qui nous a permis de lancer ce projet. Et donc effectivement, oui, il y a 4 niveaux de langue, parce que si on proposait uniquement les commerces et les professionnels, les associations où on parle totalement breton, il n'y aurait pas non plus des milliers de services enregistrés sur le site. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était aussi mettre en valeur les différents professionnels qui pouvaient soutenir la langue déjà. Donc notamment par rapport à la REDADEC, par rapport à la charte par rapport au breton, ou alors proposer des produits aussi qui peuvent avoir des noms en breton, différentes signalétiques à l'intérieur des commerces. Et donc c'est pour ça qu'on a proposé ces 4 niveaux, c'est-à-dire que c'est une très bonne idée effectivement. Il y a le niveau écrit, en fait, un peu de soutien de breton à l'écrit, et puis après le niveau 4, là c'est vraiment l'accueil en breton, c'est la totale. La complète. Alors l'inscription est gratuite pour les entreprises, c'est important de le signaler. Et vous, pour financer ce beau projet, vous avez besoin de 5 000 €. C'est ce que vous avez demandé sur la plateforme Kengo, la plateforme de financement participatif. Alors à quoi va servir cette somme et où est-ce que vous en êtes? Il vous manque combien? Dites-nous tout. Alors du coup, oui, effectivement, il nous manque 5 000 € par rapport au site internet, et 10 000 € pour également l'application, donc pour finaliser et pérenniser en fait ce qui reste du coup à faire pour le projet en question. Et cet argent-là va nous permettre de finaliser et de continuer après à la promotion aussi des outils, tout ce qui reste à faire sur les prochaines années. Pour que ce projet tienne la route et aille de l'avant. Il reste combien de jours pour participer au financement? Il reste 25 jours. 25 jours. Alors 25 jours, amis bretons, pour vous mobiliser pour ce joli projet. Le pré-site a été déjà mis en ligne, c'est ça. Et puis la version finale, on va dire, ce sera pour le 8 juin. C'est bien ça, la mise en ligne? Oui, c'est ça. Donc du coup, on a tenu à lancer un pré-site pour permettre aux entreprises et aux associations, aux artisans, finalement n'importe quelle structure qui valorise la langue bretonne, pour que quand on va lancer officiellement le site, donc le 8 juin, qu'on ait déjà des professionnels qui soient inscrits sur le site. Et donc le site sera lancé officiellement pendant le festival Gouel Brodel Brézonec, qui aura lieu à Langonnet en Centre-Bretagne, donc pas très loin d'ailleurs de Carnoët, de la Vallée des Saints. Et donc voilà, c'est aussi un festival qu'on organise avec l'association pour promouvoir le breton. Et donc voilà. Donc rien n'a été laissé au hasard. Et le 8 juin, c'est la fête nationale de la langue bretonne, en fait, c'est ça? Le festival, la Gouel Brodel Brézonec. Du coup, vous avez dû voir les... Impeccable. Écoutez, merci beaucoup. Et puis le 8, comme c'est le chiffre porte-bonheur de Mélissa. Je pense que la boucle est bouclée, impeccable. Merci beaucoup, Mélande. Et puis bravo pour ce joli projet. On peut aller sur la plateforme kengo.bzh. Avant de parler de gastronomie avec Olivier, on va partir à la rencontre d'un chef. Il s'appelle Jérémy Le Calvez, chef étoilé du restaurant La Pomme d'Api à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère. C'est une rencontre signée Sylvaine Saliou et Fabrice Leroy qui l'ont rencontré pour nous.
Jérémy Le Calvez vient chercher sa commande. Des poissons et des crustacés de saison pêchés dans la nuit. Dorade de ligne, maquereau, ils sont beaux. Donc en fait aujourd'hui on a des beaux homards, des homards portions ce qu'on appelle. Donc c'est des homards 400-600 voilà, du coin. On a des beaux tourteaux. Voilà. Le chef étoilé se fournit toujours chez ce marailleur de Roscoff. Question de confiance. On connaît Jérémy depuis quelques années, donc on sait ses exigences de qualité. Hein, donc on sait qu'il faut trouver des gros crabes, on sait qu'il faut trouver des gros homards, du poisson de ligne, pour respecter les critères d'un restaurant étoilé. À peine débarqués, les poissons et les crustacés se retrouvent dans la cuisine du chef. Leur fraîcheur est garantie. On aime bien quand c'est bien rouge ici, à l'intérieur, bleu sur le dessus. Voilà. Faire attention au poids des pinces aussi. Parce que quand on achète un homard, ce qu'il faut faire attention, c'est que les pinces ne soient pas trop lourdes. Parce que ça un petit corps et des grosses pinces, c'est dommage, quoi. Parce que le corps, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Les crustacés vont être cuits selon la méthode du chef. Le tourteau est tué avant d'être plongé dans l'eau bouillante. Une technique pour éviter que les pâtes ne se détachent et que l'eau de cuisson ne pénètre dans le corps. Il y aura la dorade à vider aussi. Un calme étonnant règne dans la cuisine. Ils sont tous jeunes et concentrés sur la mise en filet des poissons et leur désarrêtage. Donc ça c'est la partie la plus pénible. Et c'est vrai que si le maquereau n'est pas frais, là on fait de la charpie. On est bon pour faire des rillettes, quoi. On va faire un maquereau, donc du coup mariné et juste brûlé en fait, avec un tartare de maquereau, des différentes variétés de tomates. Ce duo de maquereau est à la carte du restaurant en ce moment, le midi. 49 € pour une entrée, un plat et un dessert. C'est une région où les gens mangent bien, donc on a une fausse idée du gastro où on se dit on va pas beaucoup manger. Non, chez nous, on nourrit les gens ici. Jérémy Le Calvez va bientôt déménager dans un autre quartier de Saint-Paul-de-Léon. La cuisine sera plus grande. Son étoile au guide Michelin, il l'a depuis 2014. Il avait 31 ans. Il compte bien la garder. Bon bah voilà, on a l'eau à la bouche, ça y est, ça c'est fait. Il nourrit les gens, dites donc, c'est une bonne nouvelle. Bonjour Olivier Chastel, vous aussi vous nourrissez les gens. Le temps d'un week-end, ça se passera les 1er et 2 juin prochains. Ce sera la 7e édition déjà du Festival de la gastronomie de Quintin dans les Côtes d'Armor. C'est une recette qui marche, quoi, hein, on peut dire ça comme ça, 7e édition. Quel est le secret finalement de ce festival ? Je pense que le secret, c'est peut-être parce que ce festival est fait par des passionnés, une bande de copains au départ, puisque c'est une association, je crois beaucoup en ça, moi. Et donc, ils sont d'ailleurs en train de travailler, là, en ce moment. Ils sont 50 à peu près bénévoles. Et je pense que c'est parce que tout est basé sur l'humain. On a voulu que ce festival rapproche, en fin de compte, que le monde de la gastronomie se rapproche du grand public. Et on a essayé de trouver plein d'astuces pour que, justement, il y ait une vraie convivialité, un mélange entre les chefs et le public. C'est parler à tout le monde, alors même aux enfants, hein. Il y a des ateliers pour les enfants. Qu'est-ce qui nous attend également ? Quelle nouveauté cette année ? Il y a des nouveautés, oui, c'est vrai. Il y a des concours de cuisine, dont un gros concours cette année qui est lancé, qui s'appelle Trophée Émotion. Ce sont des pâtissiers donc Pierre-Marie Lemoigneau, qui a lancé ce concours. Il fait venir Yann Couvreur. Yann Couvreur, c'est un des 10 grands pâtissiers français. Et voilà, donc un concours pâtisserie, c'est une nouveauté. Il y a une région aussi qui est invitée tous les ans. Cette année, c'est l'Alsace qui va nous rendre visite. C'était la Gascogne l'année dernière. Et puis, il y a des démonstrations de chefs. Alors, 8 également. C'est des voilà. C'est le chiffre. Il y a donc 30 chefs qui viennent sur le festival, mais il y a 8 chefs étoilés. Donc, 30 chefs bretons, ou pas que ? Pas que des Bretons. Pas que. Donc ça, on vient de loin pour le Festival de la gastronomie de Quintin, effectivement. Le secret, c'est donc la convivialité. Est-ce qu'il y a des liens qui se sont noués au fil des années entre les chefs ? Bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes chefs, on pourrait être allé. On voit, c'est cette nouvelle génération de chefs qui partagent, qui est beaucoup dans l'émotion, dans des plats qui sont décomplexés, cette sorte de gastronomie décomplexée. Ça, vous avez envie de mettre ça en avant dans ce oui, festival ? complètement. C'est ça. Ce festival, il sert à montrer en fin de compte un panel de la gastronomie régionale, puisqu'il y a quelques chefs qui viennent
en dehors de la Bretagne, mais ce sont tous des chefs qui ont une histoire à raconter. C'est ça qu'on veut vraiment montrer. Donc il y a des chefs étoilés qui cuisinent comme ça à l'instinct, mais il y a un gros travail derrière, vous imaginez bien. Il y a également des big gourmands, vous savez, ça c'est les tables gastronomiques, mais qui ont des prix plus doux. Et il y a des pâtissiers également de génie. Voilà, c'est des meilleurs ouvriers de France, des champions de France de dessert à l'assiette. Enfin, voilà, que du beau monde, quoi. Un petit peu tout ça. Ouais. Et puis ça se passe dans un très joli lieu. C'est la cour du château de Quintin. C'est vraiment chouette. Avec un marché de producteurs encore cette année ? Oui, tout à fait. Il y a une trentaine de producteurs qui travaillent tous des produits d'exception, qui sont toutes les personnes qui sont sur ce festival, évidemment, produisent directement ce qu'ils font. Hein. Il n'y a pas de revendeurs, vous voyez. Et donc, il y a un joli marché de producteurs. Et puis, au milieu de ces producteurs, il y a un espace démo. Là, les chefs, justement, vont prendre certains produits et vont, à l'instinct, cuisiner en fonction des produits qui sont là. Écoutez, donc la créativité justement des chefs, il y a des endroits où il y a des grands espaces démo où les recettes sont établies avant, réfléchies, montrées devant le public, les gens peuvent déguster gratuitement. Oui, ça je voulais le rappeler. C'est vrai que c'est un festival, on a voulu que ça soit convivial, donc évidemment l'accès est complètement gratuit. C'est vraiment voilà, on a voulu que tous ces gens se mélangent, donc c'est entièrement gratuit. Accessible à tous, ce sera donc les 1er et 2 juin. Vous irez faire un petit tour, Sabine, Mélissa, tout le monde. Ça m'a donné envie. Jérôme, il ne pourra pas parce qu'il va être occupé le 2 juin. On va en parler tout à l'heure. Avant cela, justement, alors Olivier, on va rester dans les Côtes d'Armor et à l'Escouette-Gouarec, pas facile à dire. Willy et Géraldine, eh bien, eux, ils accueillent dans leur refuge 17 loups sur 12 hectares, une espèce dont on sait qu'elle est menacée et surtout victime de préjugés. Eh bien, c'est l'unique refuge de loups ouvert au public en France. Depuis sa création en 2006, il a recueilli 38 loups au total. C'est une rencontre signée Émilie Collin. Si vous criez, vous courez, vous ramassez des bouts de bois par terre, tout ça, ce sont des petites actions qui risquent de faire peur au loup. Si le loup il a peur, il va se cacher et on ne les verra plus. S'il y a du bruit, vous louperez tout et ça ne sera pas de ma faute. D'accord ? C'est le rituel à chaque visite du refuge des loups de Quatfur, où Willy rappelle les consignes. Puis direction l'enclos de Blizzard, un rescapé du cinéma. Alors, approchez-vous tout doucement. Là, Blizzard, il aboie pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas content. Donc là, il est en train de nous dire « Ouh là là, il y a beaucoup de monde, faites attention, vous approchez pas plus, vous êtes chez moi. » C'est un petit peu ce qu'il est en train de nous dire, quoi. Et vous verrez tout à l'heure, dès qu'on va sortir et qu'on va quitter le portail, il va arrêter d'aboyer. 17 loups vivent ici. Willy les recueille après un parcours chaotique. Victimes du trafic animalier, dressés pour le spectacle ou les zoos, ils viennent prendre leur retraite en petits groupes pour se remettre d'aplomb. En prendre plein tout le temps, c'est pas le but. Le but, il est vraiment de ceux que l'on prenne, d'essayer de bien les rééquilibrer, que ça se passe bien avant de pouvoir continuer de prendre d'autres. On fait du sauvetage animalier. Notre rôle premier n'est pas de préserver l'animal en lui-même ou la génétique. On laisse ça aux zoos. Nous, c'est vraiment du simple sauvetage, quoi. Les loups, ils mangent la chair humaine ? Non. Non, ça c'est dans les histoires. Mais non, le loup ne mange plus d'humains depuis très 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 longtemps. T'as rien à craindre. Après les questions, il est temps de se promener, guidé par les petits pas, toujours à l'affût. Je le vois pas. Ah oui, là. Il y en a 2. C'est mythique, le loup. Donc c'est vrai que d'en voir, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Mais c'est vrai que ce qu'on dit, ils ont plus peur que nous, en fait. Et c'est vrai qu'ils restent à distance, mais je suis assez surprise, c'est qu'ils sont curieux quand même. Le parcours désamorce les préjugés, et il y en a. Quand je pense aux loups, je pense souvent à ça, les agriculteurs qui en ont peur sur le retour du loup dans les Pyrénées, dans les Alpes. Je pense plutôt à les loups méchants qui nous mangent et qui attaquent des villes et tout, et avec des chants comme ça. Le loup, c'est tout un mythe derrière, quoi. C'est tout un paquet de légendes et d'histoires qui sont bien souvent fausses. Donc c'est une façon déjà de démystifier l'animal, de découvrir ses réelles facettes.
Et après, il ne faut pas oublier que c'est un super prédateur et qu'effectivement, il est en haut de l'échelle. Et quand on l'enlève de cette chaîne alimentaire, c'est tout qui part dans n'importe quel sens. Et il y a des surpopulations d'animaux qui vont, en fait, compte abîmer, entre guillemets, la nature et déséquilibrer cette nature. La visite se termine. Willy prépare le repas de ses protégés, l'occasion de rappeler que les loups n'ont pas toujours les crocs. Là, il faut vous dire qu'on ne donne pas à manger tous les jours non plus. On va leur donner à manger quand ils ont faim réellement. Et donc ça va osciller entre 2, 3 jours, 4 jours, des fois 5 jours sans manger. Et là, on va rester quand même sur une base de 1 kg de viande par jour. Et on va leur donner, s'ils n'ont pas mangé pendant 5 jours, ça sera 5 kg de viande chacun. Et si c'est 2 jours, c'est 2 kg. Aujourd'hui, c'est menu poisson. Parce qu'on essaye de leur donner pas mal de poissons, parce que c'est très riche, ça n'a pas de mauvais gras, il y a plein d'oligo-éléments et vitamines qu'on n'aurait pas trouvé dans la viande rouge, et donc c'est très important pour eux. Willy espère qu'un jour son refuge n'existera plus, que la faune sauvage reprendra sa juste place. En attendant, il prévoit de construire un autre enclos pour accueillir en urgence de nouveaux pensionnaires. Bon, Olivier, vous faites quoi s'il y a une horde de loups qui arrive au Festival de la gastronomie de Quintin parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 5 jours Il faudra improviser. Ça s'est jamais présenté. Il faudra que je réfléchisse. Un menu spécial loup. Il va falloir y penser pour l'année prochaine. Allez, Jérôme Nédélec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes auteur, déjà venu l'année dernière d'ailleurs sur notre plateau, pour présenter votre roman Les Frontières liquides qui évoquait la présence des Vikings en Bretagne. Et puis aujourd'hui, vous venez avec un nouveau projet. Vous êtes à l'initiative des Mystériales, un salon littéraire pas tout à fait comme les autres. Alors dites-nous, qu'est-ce qui va se passer pour ces Mystériales ? Alors les Mystériales, c'est un salon littéraire classique, si quand même, parce que c'est un salon qui va inviter des auteurs, en fait, qui vont signer tout va bien. Classique, mais c'est pas tout à La fait petite classique. différence, en fait, c'est que déjà, c'est une spécialisation au niveau du genre littéraire, puisqu'on est sur des littératures dites de l'imaginaire, qui sont plus vastes, en fait, quand on les appelle aussi les littératures populaires, qui vont être, vous les connaissez, la science-fiction, la fantasy, le fantastique, l'aventure, le polar, le thriller, le roman noir, etc. Donc tous ces mauvais genres, en fait, tels qu'on les a appelés pendant longtemps, et avec lesquels il n'y a pas forcément toujours de médiation, en tout cas d'un travail sur la communication, en fait, sur ces littératures. Donc c'était une façon, en fait, de les mettre en avant, de donner un petit coup de projecteur, en fait, sur ces genres littéraires un petit peu décalés. Et pour ça, on a C'est un travaillé... peu comme les loups, quoi. Ils sont victimes de préjugés, ils sont en fait. victimes de préjugés. Sauf qu'eux, ils ne sont pas en voie de disparition, ces livres-là. Et le fer à Redon, pourquoi ? C'est parce que je suis redonnais. Et donc, ça, c'est une bonne raison. Ça, c'était une bonne raison. C'est que je suis allé sur pas mal de salons littéraires, en fait, depuis que mon livre est sorti. Et puis, j'avais envie d'en faire un chez moi, tout simplement. Donc, j'ai lancé l'idée qui a été reprise assez rapidement, et notamment par des gens qui travaillent dans le réseau du livre, libraires, d'autres auteurs, des éditeurs, etc. Et tous ces gens qui savent ce qu'est un salon littéraire, c'était intéressant de travailler avec eux pour pouvoir en organiser un. Qui plus est, nous avons un lieu magnifique dans le centre-ville de Redon, qui est l'abbatiale et donc son cloître. L'abbaye Saint-Sauveur, qui incite à la rêverie. Exactement, de s'évader. Qui est un lieu magnifique, qui est assez peu connu, parce qu'on a l'impression toujours qu'on n'a pas le droit d'y aller, mais en fait, si, tout à fait. C'est en plus l'entrée principale d'un lycée, le lycée Saint-Sauveur, un lycée privé, mais qui, le cloître est ouvert au public. Et le salon va se tenir ici. Et puis, dernier point, c'est aussi, le 2 juin. Le 2 juin. Le dimanche 2 juin. Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la programmation de ce salon ? Avant tout, on a, nous, en tant que organisateur, on a invité en fait 4 personnes, 2 auteurs et 2 autrices, parce que là aussi on avait envie d'avoir la parité sur. Ah, ça c'est bien. Il y en a une qui va être contente. Je pense qu'ils disent autrice déjà. déjà c'est déjà fabuleux. S'ils avaient été 8, ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors oui, mais nous avons invité surtout des auteurs et des autrices qui sont de la région Bretagne. Avant tout, c'était notre souhait, et c'est avant tout en fait un
salon d'éditeurs, c'est-à-dire que ce sont les éditeurs qui viennent sur le salon et qui vont inviter les écrivains et qui vont les inviter sur leur stand en fait. Donc on a à peu près 35 personnes qui vont être là pour signer leurs livres, une vingtaine de maisons d'édition, voilà, dans ces genres littéraires et qui vont tourner autour, là encore, des éditeurs, éditrices qui sont dans ces spécialités-là. La particularité, c'est qu'on va aussi avoir une petite expo assez chouette du Naya Museum. C'est un musée qui est à Rochefort-en-Terre, qui est un musée spécialisé dans l'art contemporain, plutôt de l'art fantastique, la science-fiction, etc. Donc, si un jour vous avez envie de faire un reportage sur le Naya Museum, n'hésitez pas. C'est noté. C'est Rochefort-en-Terre. En plus, c'est magnifique. C'est dans le château de Rochefort. C'est superbe. Et il y a une galerie qui sera ouverte pour l'occasion, la galerie des Angelots musiciens, qui vient juste d'être restaurée dans le cloître et qui sera ouverte pour une expo. Et puis juste un petit dernier mot, parce que sur notre affiche, vous voyez un personnage que les gens connaissent, qui est Belphégor. Eh oui, on se disait bien ce fameux Belphégor, et c'est pour ça qu'en fait c'était aussi intéressant de faire Vous l'avez invité ? On l'a invité. Ce qui va venir après, ça c'est autre chose. Il est entre le Louvre et Redon régulièrement. Et pourquoi Belphégor ? Tout simplement parce qu'avant d'être un feuilleton connu des années 60 avec Juliette Gréco, c'est un livre qui est paru dans les années 20, un roman feuilleton, par un feuilletoniste qui s'appelait Arthur Berned, qui est natif de Redon, en fait. Et ça fait quelques années que la municipalité s'est emparée de ce personnage comme un peu une mascotte, et nous l'avons adopté à notre tour, et voilà, c'est pour ça qu'il se balade aussi dans le cloître de Redon. Bon, allez, est-ce qu'il est accompagné d'un loup ? Ça, mystère, vous reviendrez nous dire ça la semaine prochaine. Il faut venir, voilà, il faut venir, et puis dans la journée, faire Quintin, Redon, et puis... c'est pas bien loin. Voilà, c'est presque la porte à côté. Bon, en gros, on ne s'ennuiera pas le week-end du 1er et 2 juin. Je crois que c'est très très clair. Et puis en plus, on pourra s'occuper aussi avec des super livres. Pas pour les filles de Mélissa Plaza. Et puis la trilogie pour l'instant de Sabine Reynard avec le dernier, Spirituel à ma façon, qui sortira très prochainement au mois de juin. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, mercredi à 10h50 pour une émission exceptionnelle. Nous serons en direct de Vannes pour une émission autour de la semaine du Golfe, un rassemblement maritime dans le Morbihan qui promet de très beaux moments. Je vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne. Place à votre journal régional. Kenavo.